Et si l'histoire que vous avez apprise à l'école n'était qu'un fragment, un écho lointain d'une vérité plus vaste et plus majestueuse? Imaginez une terre où les tambours parlaient, où l'on ne dormait jamais sous la terre, mais brillait à la lumière du soleil, sertie dans les couronnes et les sceptres d'anciens rois. Une terre où la diplomatie s'écrivait en perles et les guerres en danses rituelles. Cette terre, c'est la Côte d'Ivoire, bien avant qu'elle ne porte ce nom, bien avant que les bateaux étrangers ne jettent l'ancre sur ses côtes, bien avant que l'ombre de la colonisation ne s'étende sur ses forêts luxuriantes et ses royaumes prospères. Mais pourquoi ces histoires ne sont-elles pas racontées? Pourquoi les noms de ces empereurs ne résonnent-ils pas aussi fort que ceux des rois européens dans les manuels d'histoire? Peut-être parce qu'ils dérangent. Bienvenue dans un voyage à travers le temps où le voile de l'oubli sera arraché pour révéler l'éclat des empires perdus de la Côte d'Ivoire, le royaume du Kong, le royaume à bron de diamant, le royaume baoulé et d'autres encore, tous des témoins d'une Afrique souveraine, inventive et fière. Avant que les cartes coloniales ne redessinent les frontières au gré des intérêts européens, cette région de l'Afrique de l'Ouest était le théâtre d'une civilisation avancée. Le commerce, l'agriculture, la forge, la philosophie, l'architecture, tout y fleurissait. Mais l'arrogance des colons fit croire que l'Afrique n'avait pas d'histoire. Une erreur historique, un mensonge stratégique. Les voix des griots, ces gardiens de la mémoire orale, ont été ignorées. Et pourtant, ils chantaient les hauts faits de dynasties puissantes, de reines stratèges et de rois diplomates. Des cités entières, aujourd'hui englouties par la brousse, étaient jadis des capitales culturelles où se réunissaient les esprits les plus brillants du continent. C'est ce récit que nous allons dévoiler. Fondé au XVIIIe siècle, mais construit sur des traditions bien plus anciennes, le royaume de Kong était une plaque tournante entre le monde musulman du Nord et les cultures animistes du Sud. Sa capitale, Kong, possédait une architecture unique. Des mosquées en banco décorées de tourelles, des marchés cosmopolites, des caravanes chargées de sel, de cuir, d'or et de manuscrits. Ce royaume, à la fois militaire et commerçant, symbolise l'intelligence géopolitique des peuples mandingues et senoufos. Kong ne conquérait pas par la force brute, mais par l'échange, l'influence et les alliances. Jusqu'à ce que Samori Touré, chef militaire en quête d'un empire musulman, décide de renverser l'ordre établi. Mais l'histoire ne commence pas là, ni ne s'arrête là. Plus au nord-est, s'étendait le royaume à bron de diamant, fondé par des Akindes venus de l'actuel Ghana. Ce peuple guerrier mais raffiné apporta avec lui des traditions orales, une culture royale forte et un art de travailler l'or que les colons français eux-mêmes admirèrent. Diamant fut célèbre non seulement pour sa richesse minérale, mais aussi pour sa résistance à l'expansion de l'Empire Ashanti, et plus tard, à la pénétration française. L'histoire du roi Badu Bonsu II, exécuté pour avoir résisté aux colons, est un symbole de courage et de dignité bafouée. Son crâne fut volé et exposé dans un musée européen pendant plus d'un siècle. Ce n'est qu'en 2009 qu'il fut restitué à sa terre natale. Un rappel glaçant de ce qu'on a volé, pas seulement en terre ou en vie, mais en mémoire. Connaissez-vous la légende de la reine Poko? Lorsqu'elle mena son peuple en exil pour échapper à la guerre, elle dut faire un choix terrible. Pour traverser un fleuve en crue, les prêtres dirent qu'un sacrifice était nécessaire. Elle jeta son propre fils dans l'eau. De ses larmes et de son deuil naquit le royaume baoulé, aujourd'hui l'un des groupes ethniques majeurs de la Côte d'Ivoire. Ce mythe fondateur n'est pas une simple histoire. Il incarne la valeur du sacrifice pour l'unité, la résilience en temps de crise, la féminité comme puissance politique. Sous les baoulés, l'agriculture, les arts et l'organisation sociale s'épanouirent. Ils construisirent une société complexe, fondée sur des chefferies, des rites initiatiques et un lien sacré à la terre. Posez-vous la question, à qui profitait l'oubli? Les colons français, en imposant leur administration, leur langue, leur religion, ont aussi imposé leur version de l'histoire. Une histoire où l'Afrique commence avec l'arrivée de l'Europe. Une histoire où les royaumes africains sont vus comme des anomalies ou des curiosités exotiques, jamais comme des équivalents des puissances européennes. Les archives orales ont été ignorées, les manuscrits brûlés, les statues brisées, les rois réduits au silence. Tout cela pour faire croire que les colons apportaient civilisation à un continent prétendument vide de mémoire. Mais l'Afrique n'a jamais été une page blanche. Et la Côte d'Ivoire, en particulier, fut une bibliothèque vivante. Ce récit n'est pas une simple plongée dans le passé. C'est un acte de justice, une réparation, une reconquête de la mémoire. Car ces empires oubliés, loin d'être morts, vivent encore dans les rites, les danses, les proverbes, les prénoms et les rêves de millions d'Ivoiriens. Ce que vous allez découvrir dans les prochains chapitres, ce ne sont pas des ruines, ce sont des fondations, des graines d'un avenir enraciné dans une grandeur oubliée.
car on ne peut se projeter sans mémoire. Et on ne peut être libre si l'on ignore ce que l'on fut. Préparez-vous à entrer dans un monde d'or, de feu, de sagesse et de courage. Le monde des empires perdus de la Côte d'Ivoire. Le rideau se lève sur une Afrique fière, rythmée par le battement des tambours sacrés et la brise chaude qui traverse les hautes herbes du pays savane. Chaque royaume, chaque peuple de cette région appelée aujourd'hui Côte d'Ivoire, portait une sagesse ancienne et une organisation politique raffinée, fruit de siècles d'expériences accumulées et transmises de génération en génération. Ce développement plonge au cœur de 3 grands royaumes ivoiriens précoloniaux, Kong, Diamant, Baoulé, mais aussi d'autres, parfois oubliés, mais essentiels pour comprendre l'âme de cette terre. Nous sommes au XVIIIe siècle. Sur les terres du nord-est ivoirien, un peuple aux racines mandingues façonne un royaume unique en son genre. Le royaume de Kong s'organise comme un carrefour, un nœud vital du commerce transsaharien. Là où d'autres bâtissent par la guerre, Kong bâtit par le lien. Ces rois, appelés Fama, n'étaient pas seulement des guerriers, mais aussi des diplomates avisés et de pieux musulmans. Leurs palais, construits en banco, rivalisaient d'élégance avec les grandes cités du Mali. Le marché central de Kong résonnait de 1000 voix, mêlant les langues Haoussa, Bambara, Senufo, Dioula. Le sel venu du nord croisait les noix de Kola, l'or et les étoffes du sud. Mais l'intelligence de Kong résidait surtout dans son modèle fédéral. Ce royaume n'imposait pas son autorité par la force, il liait les peuples par le commerce et les traités. Un modèle fragile, certes, mais qui permit à Kong de rayonner bien au-delà de ses frontières. Jusqu'au jour où Samori Touré, chef guerrier et fondateur de l'Empire Wassoulou, lança sa fureur contre Kong. En 1897, la cité fut détruite, incendiée, ses bibliothèques brûlées. Un monde s'effondra dans les flammes. Mais les descendants de Kong n'oublièrent jamais. Les récits de leur grandeur se murmurent encore dans les foyers, au clair de lune. Plus à l'est, à la frontière de l'actuel Ghana, s'étendait le royaume de Diamant, fondé par les Akanabrons vers le XVIIe siècle. Un royaume né de la fuite devant les Ashantis, mais qui deviendra lui-même un bastion de puissance et d'indépendance. Diamant possédait l'un des sols les plus riches en or de la région. Mais sa vraie force était son art de la diplomatie et de la guerre défensive. Le roi Abo Kofi bâtit une administration complexe, avec des chefs de province, des conseils d'anciens, des tribunaux coutumiers. Mais Diamant fut aussi un symbole de fierté blessée. En 1837, alors que les Ashantis revendiquaient des terres et menaçaient d'annexion, Diamant résista avec acharnement. Le conflit se solda par des batailles sanglantes, des alliances brisées, des exils forcés. Ce n'était pas la première fois que Diamant affrontait une puissance supérieure. La tragédie ultime survint à la fin du XIXe siècle, quand les colons français, avançant depuis le Sénégal, cherchèrent à soumettre la région. Le roi Badu Bonsu II, refusant de céder sa souveraineté, fut capturé et exécuté. Son corps mutilé, sa tête volée et envoyée à un musée aux Pays-Bas. Un acte d'humiliation coloniale qui ne fut révélé que bien plus tard. Aujourd'hui encore, Diamant est un nom qui évoque la dignité et la lutte contre l'effacement. L'histoire du peuple baoulé est une épopée. Elle commence avec la reine Pokou, nièce d'un roi Ashanti, qui refusa de participer à une guerre fratricide. Accompagnée de fidèles, elle fuit l'Empire Ashanti pour fonder une nouvelle terre. Mais cette fuite n'était pas sans danger. À la frontière d'un grand fleuve, souvent identifié au Comoé, les prêtres déclarèrent que les esprits exigeaient un sacrifice. Pokou, dans un geste qui défie la logique humaine, jeta son propre fils dans les eaux. Les flots se calmèrent. Le peuple traversa. Baouli, aurait-elle murmuré. L'enfant est mort. Et ce fut le nom de son peuple, les Baoulés. Installés au centre de la Côte d'Ivoire, les Baoulés établirent un système de chefferies, de villages alliés, de rites codifiés. Leur religion animiste, centrée sur les ancêtres, était d'une richesse spirituelle profonde. Le masque Goli, les fétiches Blolo, les rituels de divination, tout cela témoignait d'un monde vivant, subtil, connecté à l'invisible. Les Baoulés résistèrent longtemps à la domination coloniale, pas tant par les armes, mais par l'endurance culturelle. Leur langue, leurs coutumes, leur artisanat, autant de bastions que même la France coloniale n'a pu effacer. En marge des grands noms, d'autres entités politiques méritent leur place dans l'histoire. Le royaume de Bouna, au nord-est, centre religieux militaire, le royaume de Séguéla, ville carrefour, les chefferies Koulango, Tagbana, Ugodji, toutes possédant leur propre structure politique, leurs rites, leurs devins, leurs lois. Ces peuples n'étaient pas isolés. Des routes commerciales les reliaient. Des alliances matrimoniales scellaient la paix. Des traités oraux maintenaient les équilibres. Il ne s'agissait pas de tribus éparses,
mais bien de nations organisées, avec une mémoire, une vision du monde, un destin. Les royaumes ivoiriens n'étaient pas figés. Ils évoluaient constamment, s'adaptant aux menaces extérieures comme aux mutations internes. Le commerce avec les Arabes, puis avec les Européens, modifia les équilibres. Les armes à feu, les tissus, le sel raffiné changèrent les dynamiques de pouvoir. Mais avec les nouveaux produits vinrent aussi les convoitises. La traite négrière, bien qu'interne à certaines structures, s'amplifia sous l'influence européenne. Des royaumes durent choisir, coopérer ou résister. Certains s'armèrent, d'autres s'effondrèrent. L'ingérence étrangère, au départ commercial, devint politique, puis militaire, puis totale. À la fin du XIXe siècle, les troupes françaises, guidées par des explorateurs, comme Louis-Gustave Binger, commencèrent à imposer des traités, à renverser les rois, à installer des postes. La colonisation était en marche. En 1904, la Côte d'Ivoire devient officiellement une colonie française. Mais à quel prix? Derrière ce nom administratif, combien de trônes détruits? Combien de reines effacées? Combien de langues interdites, de savoirs piétinés? Et pourtant, rien n'a disparu. Les héritiers sont là. Les récits vivent encore dans les cours des anciens. Les traditions persistent dans les danses, les mariages, les proverbes. Les rois d'hier parlent encore à ceux qui savent écouter. Les tambours se sont tus. Le vent ne charrie plus les senteurs d'encens et de cola, mais la poudre à canon et le fer. Les griots chantent à voix basse. Les reines consultent les oracles. Les rois, eux, dressent les murailles invisibles de leur dignité. Le monde est en train de changer. Et l'Afrique, autrefois souveraine sur ses terres, sent approcher l'inéluctable, la confrontation frontale avec l'Europe impérialiste. Ce n'est plus une rumeur. Ce n'est plus un explorateur isolé. C'est un projet mondial, systématique, froid, organisé. La colonisation ne frappe pas à la porte, elle enfonce les murs. Les premiers coups portés au royaume ivoirien ne furent pas de sabre, mais de plumes. Les explorateurs européens Louis-Gustave Binger trahissent la plaine, traversent les savanes avec des valises remplies de cadeaux, des armes brillantes, des tissus teints et des traités de protectorat. Sous prétexte de commerce ou de paix durable, ils font signer au roi des documents écrits dans une langue étrangère dont personne ne comprend les véritables implications. Les rois, instruits par la parole, n'ont pas de mots écrits pour se défendre. Ils signent, pensant sceller une alliance. Ils scellent en réalité leur propre dépossession. À Kong, le roi Lazélie accepte un traité pour protéger son peuple de Samori Touré. 3 ans plus tard, les Français construisent un fort, puis une base militaire. À Guermantes, le roi Montbadu refuse de signer. Il est arrêté. Son peuple, dispersé. Sa capitale, pillée. Ainsi s'abat la première vague de domination, la trahison diplomatique. Mais tous ne courent pas l'échine. Certains rois, certaines reines, se dressent, non avec les armes des Européens, mais avec la mémoire et le courage. Ils ne sont pas dupes. Ils savent que derrière le drapeau tricolore se cache un empire. Ils savent que la liberté ne se négocie pas avec des fusils pointés sur le cœur. C'est dans les forêts profondes de l'Ouest, parmi les peuples d'ânes, Gouro, ouais, que les premières résistances physiques prennent corps. Là, les colons ne connaissent ni la langue, ni les chemins, ni les esprits des lieux. Les guérillas locales surgem d'Assombra, emboscam, desaparecem. Sao invisible ao solo treinado para guerraem compos aberto. Nos centros, entre os baúles, a resistencia é sutil. A Renamae, conselera do chef, renocenciao. A palavra vira arma. Au tempo, escudo. A cultura, trinchera. Os français se irritam. El estao ali, mas nada podem dominar verdadeiramente. Nao entendemos rito, nemos mito. Au poder real escapa por entre ce dedo. Mais il y a un nom, un seul, qui fait trembler à la fois les royaumes africains et les officiers français. Samori Touré, chef de guerre mandingue, musulman pieux, stratège redoutable, Samori rêve d'un empire panafricain capable de faire face à la pression coloniale. Il forge, entre 1870 et 1898, un vaste État qui s'étend du Mali actuel jusqu'à la Haute-Côte d'Ivoire. Il attaque Kong, il attaque Bouna, il repousse les Français à plusieurs reprises. Il achète des fusils en Sierra Leone. Il construit des usines d'armement artisanal. C'est le dernier empereur africain à battre les Européens sur leur propre terrain militaire. Mais il est seul. Les royaumes voisins, affaiblis, hésitantes, parfois même ennemis traditionnels, refusam de formar uma front unida. O que poderia ter sido uma confederação de res africano torna-se uma sequência de batalha isolada. EM 1898,
Samori et Capturado. Ce imperio se déphase como area entramao. Uma era termina. L'année 1900 n'est pas seulement un changement de siècle. C'est un basculement de monde. À cette date, la quasi-totalité des royaumes de la Côte d'Ivoire sont tombés. Les rois sont destituidos, exilado ou morto. Os palacios sao convertido em cartei. A langa lo que sao prohibida nas escolas. Os tambor cerimoniais sao aprehendido como curiosidade enviado a muse na França. La mission civilisatrice bat son plein. La langue française devient obligatoire. Les rites initiatiques sont déclarés païens. Les statues sacrées sont qualifiées de fétiches diaboliques. Les griots doivent se taire. Parmi tous les actes de violence coloniale, aucun ne symbolise autant la fin d'un monde que le sac de la ville de Combe en 1897. Lorsque les troupes françaises, guidées par le colonel Combe, prennent la ville, elles ne se contentent pas de la conquérir. Elles la détruisent méthodiquement. Les mosquées en banco sont dynamitées, les manuscrits brûlés, les chefs religieux exécutés, les trésors royaux pillés et expédiés à Paris. La ville qui avait été le centre de la spiritualité musulmane en Afrique de l'Ouest devient un désert. Kong, l'orgueilleuse, tombe dans l'oubli. En 1904, la Côte d'Ivoire est officiellement proclamée colonie française. Mais ce titre administratif masque une réalité brutale, un continent à genoux, un monde spirituel renversé, des lignes royales brisées. Les enfants sont envoyés dans des écoles de mission. Ils apprennent que leurs ancêtres étaient primitifs, que leurs langues ne valent rien, que leurs dieux sont des superstitions. La stratégie est claire, effacer pour mieux dominer. Ce que les colons n'avaient pas prévu, c'était la résilience culturelle africaine. Même enchaînée, la mémoire ne meurt pas. Elle se glisse dans les champs. Elle renaît dans les masques portés la nuit. Elle murmure dans les proverbes, les noms donnés aux enfants, les danses de deuil. La royauté, même invisible, subsiste. Les trônes tombèrent, mais les peuples restèrent debout. Il ne reste plus de trône. Il ne reste plus de sceptre. Mais il reste la mémoire. Sous la poussière des siècles, enfouie dans les racines des arbres géants, dans les mots prononcés par les anciens au coin du feu, dans les danses qui ressurgissent à la pleine lune, les empires perdus de la Côte d'Ivoire ne sont pas morts. Ils dorment. Et parfois, ils parlent encore. Lorsque les manuels scolaires évoquent la Côte d'Ivoire, ils commencent généralement à l'époque coloniale. Quelques paragraphes pour résumer ce qu'il y avait avant. Des tribus, des royaumes, quelques noms dispersés. Mais ce raccourci n'est pas neutre. Il a été conçu pour effacer l'idée même d'une grandeur antérieure à l'Europe. Pour faire croire que la civilisation est venue d'ailleurs, que l'ordre, la loi, la culture n'existait qu'à partir de l'arrivée des colons. Pourtant, c'est l'inverse qui est vrai. Les royaumes de Kong, de Guiaman, des Baoulés, de Bouna, les chefferies d'Anne et Krou n'étaient pas des structures anarchiques. C'étaient des sociétés politiques avancées, avec leurs codes, leur constitution orale, leur système de justice, leur spiritualité profonde. L'oubli, ici, n'est pas un accident. Il est un outil de domination. Mais ce que l'histoire écrite a tenté de dissimuler, l'histoire vécue l'a sauvegardé. Dans les villages, les ancêtres sont toujours consultés. Les fêtes masquées au nord, toujours les esprits de la brousse. Les proverbes parlent encore de reines, de guerriers, de pactes anciens. Les enfants portent les noms des rois de jadis. Ces royaumes ne vivent plus dans des palais de pierre. Ils vivent dans les cœurs. Les griots modernes, ce sont les chanteurs, les conteurs, les cinéastes, les poètes. Ils ramènent à la surface les récits étouffés, redonnent chair aux silhouettes fantomatiques des anciens souverains. Ils creusent là où l'école a bâclé. Ils recousent la trame déchirée du passé. Et ce passé, une fois réhabilité, change tout. Comment peut-on construire un avenir si l'on ignore ses racines? Comment rêver en grand quand on vous a appris à croire que vos ancêtres n'étaient rien? Redécouvrir les empires perdus, ce n'est pas faire de l'archéologie nostalgique. C'est restaurer une dignité volée. C'est dire à une génération entière, vous venez d'un peuple de bâtisseurs, de philosophes, de artistes, de stratèges. C'est aussi comprendre que le génie africain n'est pas né hier. Il n'a pas attendu l'approbation de l'Europe pour exister. Il a toujours été là. Et il est encore là. Aujourd'hui, partout en Afrique de l'Ouest, des mouvements culturels, intellectuels et spirituels surgissent. Les jeunes interrogent, recherchent, questionnent. Ils veulent savoir ce qu'il y avait avant l'école coloniale, avant les cartes dessinées à Paris, avant les langues imposées. Ce n'est pas un rejet, c'est une quête de vérité. Des documentaires sont produits sur les reines guerrières. Des pièces de théâtre font revivre Samori Touré. Des archéologues africains reconstituent les plans de Kong.
Les musées ivoiriens réclament leurs statues volées. Les communautés locales restaurent les fêtes royales. La mémoire revient, parfois en murmurant, parfois en criant. Cette histoire, maintenant que tu la connais, t'appartient aussi. Elle ne vit pas seulement dans les livres, mais dans les gestes, les mots, les choix quotidiens. Elle vit dans ta langue maternelle, dans les traditions de ton village, dans les récits que tes grands-parents ont partagés. Ignorer cette mémoire, c'est prolonger l'œuvre du colon. C'est laisser l'oubli gagner une deuxième fois. Mais l'embrasser, c'est redonner souffle à des siècles de silence. C'est refuser l'effacement. C'est déclarer que les royaumes africains ne sont pas une note de bas de page, ce sont des chapitres entiers. Écoute bien. Ce que les tambours ont dit, ce que les masques ont montré, ce que les anciens ont chanté, ce n'était pas pour le passé. C'était un appel, un message pour les vivants, un rappel que la grandeur ne s'hérite pas, elle sera vive. Ce documentaire, cette histoire, ces mots ne sont pas une fin. Ils sont un commencement. Derrière chaque nom d'empire perdu, il y a un peuple vivant, une dignité à restaurer, une langue à protéger, une culture à transmettre, des enfants à éveiller, des vérités à dire, même quand on vous apprend à les taire. Ils régnaient avant la colonisation. Et si nous avons le courage de nous souvenir, de parler, d'agir, alors ils régneront encore à travers nous.